quand ma femme m'a annoncé qu'elle voulait devenir créatrice sur une plateforme pour adultes, elle pensait que j'allais finir par accepter. Elle ne savait pas qu'au même moment, j'avais déjà pris une décision qui allait bouleverser sa vie à tout jamais. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ce qu'on oublie de préciser, c'est le goût délicieux qu'elle a quand on regarde quelqu'un détruire sa propre vie, sans avoir à lever le petit doigt. Pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir quelques semaines en arrière. Je m'appelle Thomas Garnier, j'ai 31 ans, et je suis gestionnaire de compte pour une grande entreprise. Je suis le genre d'homme qui croit encore qu'une poignée de main a de la valeur et que tenir sa parole n'est pas négociable. Il y a 5 ans, j'ai épousé Camille Carter. Elle avait 23 ans, un visage frais, plein d'ambition, et elle travaillait comme coordinatrice marketing dans une start-up du centre-ville. À l'époque, elle avait des rêves, de vrais rêves. 2 ans après notre mariage, Camille a démissionné. Elle disait vouloir construire notre foyer, se concentrer sur nous. Je n'ai pas protesté. Au contraire, j'étais fier. Ma femme voulait être une femme au foyer. Dans un monde où tout le monde court après la prochaine promotion, le prochain euro, la prochaine validation sur les réseaux sociaux, Camille voulait quelque chose de plus simple, de plus authentique. Du moins, c'est ce que je croyais. J'avais acheté notre maison 6 mois avant de la demander en mariage. Un pavillon modeste avec 3 chambres dans une banlieue résidentielle tranquille. Rien d'extravagant, mais du solide. De bonnes fondations, comme aurait dit mon père. L'acte de propriété est à mon nom. J'ai versé un acompte de 20% et je rembourse le crédit depuis maintenant 6 ans. Camille a emménagé après le mariage. Elle a transformé la maison en un foyer avec ses petites touches personnelles, des coussins, des bougies, des photos de famille sur la cheminée. Nous avions 2 voitures, ma berline fiable qui affichait 225 000 km au compteur, et la Renault Mégane de Camille que je lui avais offerte pour notre premier anniversaire. Toutes les 2 payées. Aucune dette, à part le prêt immobilier. Je travaille 50 heures par semaine, je gère des comptes importants, et je ramène assez d'argent pour couvrir tous nos besoins et la plupart de nos envies. De son côté, Camille gérait notre vie, les courses, le ménage, notre agenda social, et les 1000 autres petits détails qui font tourner un ménage. C'était une belle vie. Simple, honnête. Une vie construite sur un accord tacite, je subvenais à nos besoins, et elle s'occupait de ce que nous construisions ensemble. Nous parlions d'enfants. Quand ce sera le bon moment, répondait toujours Camille lorsque j'abordais le sujet. Quand nous serons vraiment prêts. Je pensais qu'elle parlait d'être prêt financièrement, émotionnellement, toutes ces considérations pratiques que les jeunes couples discutent. Avec le recul, je réalise que Camille n'arrêtait pas de repousser l'échéance. Chaque fois que je parlais de fonder une famille, elle avait une nouvelle raison d'attendre. Encore un peu, disait-elle. Juste le temps que telle ou telle chose se mette parfaitement en place. J'aurais dû faire attention au changement. Il a commencé il y a environ 1 an, avec son groupe d'amis, Élodie, Chloé et Julie. 3 femmes au foyer qui avaient transformé leur déjeuner entre copines en carrière et leur publication Instagram en emploi à plein temps. Au début, ça ne me dérangeait pas. Camille semblait heureuse, épanouie. Elle rentrait de ses cafés-rencontres pleines d'énergie, riant de blagues que je ne comprenais pas. Mais quelque chose a changé. Les soirées entre filles sont devenues plus fréquentes. 2 fois par semaine, puis 3. Camille a commencé à utiliser des expressions que je ne lui avais jamais entendues, indépendance financière, vivre ma vérité, émancipation. Elle passait des heures à faire défiler son fil Instagram, me montrant des photos de femmes en vacances dans des endroits que je ne pouvais pas me payer, portant des vêtements qui coûtaient plus cher que notre budget mensuel de course. Regarde le voyage de Claire à Santorin, disait-elle en me collant son téléphone sous le nez. C'est incroyable, non? Oui, c'est joli, répondais-je. Ça doit être sympa d'avoir autant d'argent. On pourrait avoir cet argent, Thomas, répliquait-elle avec une excitation grandissante. Il faut juste qu'on voit les opportunités différemment. Je hochais la tête et je changeais de sujet. Je pensais que c'était inoffensif. Des amis qui comparent leur vie, qui rêvent de plus grand. Tout le monde fait ça. Il y a 3 semaines, Camille a à peine touché à son dîner. Je lui avais préparé son plat préféré, des escalopes de poulet à la parmesane avec du pain à l'ail. Mais elle est restée assise, envoyant des messages frénétiquement,
son assiette refroidissant pendant que ses pouces volaient sur l'écran de son téléphone. « Qu'est-ce qu'il y a de si important ?» ai-je demandé. Elle n'a pas levé les yeux. « Des trucs de fille ?» a-t-elle répondu d'un ton sec. « Tu ne comprendrais pas. » Des trucs de fille. 5 ans de mariage réduit à « tu ne comprendrais pas ». J'ai fini de manger en silence, pendant que Camille gloussait devant ce qui illuminait son écran. Quand j'ai commencé à débarrasser la table, elle a enfin posé son téléphone. « Élodie s'en sort vraiment bien avec son nouveau projet ?» a-t-elle lancé, comme si je lui avais posé la question. « Quel genre de projet ?» Juste des trucs en ligne. « Du business ?» a-t-elle répondu vaguement. Évasive. Avant, Camille me racontait tout, chaque détail de sa journée, chaque conversation avec ses amis, chaque pensée qui lui traversait l'esprit. Maintenant, j'avais droit à du business. Cette nuit-là, allongé dans le lit, j'ai entendu Camille rire dans la salle de bain. La lumière de son téléphone filtrait sous la porte pendant 2 heures. 2 heures. Quelle que soit la conversation qu'elle avait, elle était bien plus passionnante que tout ce dont nous avions parlé depuis des semaines. À ce moment-là, je n'y ai pas trop prêté attention. Je lui faisais entièrement confiance. Absolument. Comme on fait confiance à la personne avec qui on a construit sa vie, celle qui vous a choisi et continue de vous choisir chaque jour. J'étais un idiot. Ce soir, un jeudi, je suis sur le canapé en train de regarder le match du PSG. Mon rituel habituel après le travail, une bière à la main, les pieds sur la table basse, je décompresse d'une autre longue journée à gérer des clients difficiles et des délais impossibles. Camille est partie pour sa soirée entre filles il y a 4 heures. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit qu'elle serait rentrée pour 22 heures. Il est presque 23 heures quand j'entends sa voiture dans l'allée. Elle entre avec une énergie que je ne lui avais pas vue depuis des mois, vibrant presque d'excitation. Ses yeux brillent, ses gestes sont vifs, animés. Je coupe le son de la télé et j'observe son visage. Ce n'est pas le contentement fatigué d'une bonne soirée entre amis. C'est autre chose. Camille s'assoit à côté de moi, son téléphone serré dans la main comme s'il contenait les secrets de l'univers. Sa jambe s'agite. Elle ne tient pas en place. « Tom, il faut que je te parle de quelque chose d'important, » dit-elle, le souffle court d'excitation. « Quelque chose qui va tout changer pour nous. » Tout changer pour nous? J'aurais dû le deviner à son regard. Ce n'était pas de l'excitation pour nous. C'était de l'excitation pour elle. Et j'étais sur le point de découvrir à quel point je comptais peu dans ses plans. Je vais ouvrir un compte OnlyFans. Les mots me frappent comme un coup de poing. Mon estomac se noue. Mes mains deviennent froides. C'est la sensation de voir quelque chose de précieux se briser au ralenti. Je fixe Camille, ma femme, la femme avec qui j'ai construit ma vie. Et pendant un instant, je ne la reconnais plus. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je réussi à demander. L'excitation de Camille ne faiblit pas. Au contraire, elle se penche en avant, encore plus animée. « OnlyFans, Thomas », explique-t-elle avec empressement. C'est une plateforme où les femmes peuvent. Je sais ce que c'est, l'interrompis-je, ma voix sonnant étrange, distante. Tu veux poster des photos de toi à nu en ligne pour que des inconnus se masturbent dessus. Elle tressaille face à ma franchise, mais se reprend vite. Ce n'est pas comme ça, insiste-t-elle. C'est de l'émancipation, Thomas. De l'indépendance financière. Élodie gagne 3000 $ par mois juste en postant des photos. 3000. C'est plus que ce que je gagnais à mon ancien travail. Élodie? Bien sûr que c'est Élodie. J'aurais dû le voir venir dès que Camille a commencé à passer du temps avec cette femme. Blonde décolorée, tout est faux chez elle. Mariée à un pauvre type qui cumule 2 emplois pour financer son style de vie pendant qu'elle joue à l'influenceuse. Alors, c'est de ça que vous parliez pendant vos soirées entre filles, je demande, les pièces du puzzle s'assemblant. Vous prépariez ça? Je préparais mon avenir. Notre avenir, répond Camille, les yeux brillants de cette ferveur qu'ont les gens qui ont trouvé leur nouvelle religion. Thomas, on pourrait rembourser le prêt de la maison plus tôt. Partir en vacances en Europe, comme tu en parles toujours. Je pourrais contribuer à nouveau, au lieu de dépendre de toi. Dépendre de moi? Comme si notre mariage était un fardeau qu'elle portait,
et non un partenariat que nous avions construit ensemble. Tu veux contribuer, je réponds. Trouve un travail. Un vrai travail. L'expression de Camille passe de l'excitation à l'irritation. Un vrai travail? Plier des vêtements chez Carrefour pour 12 $ de l'heure? Classer des papiers dans un bureau? Thomas, pourquoi ferais-je ça alors que je peux gagner beaucoup d'argent en faisant ça? Parce que les vrais métiers n'impliquent pas de vendre l'accès à son corps en ligne, je réponds fermement. Mon corps, mon choix, rétorque-t-elle. La phrase sort de sa bouche comme si elle l'avait répétée des dizaines de fois. Tu ne me possèdes pas, Thomas. Tu as raison. Je ne te possède pas, je réponds en me levant. J'ai besoin de bouger, besoin d'espace. Mais je t'ai épousé. Je t'ai fait des vœux. Je pensais que tu m'en avais fait aussi. Ça ne change rien à notre mariage, commence-t-elle. Bien sûr que si, je la coupe, la colère montant, nette et tranchante. Tu veux poster des photos intimes pour que des inconnus les achètent, les notent, les commentent, les sauvegardent sur leurs ordinateurs pour toujours. Tu veux discuter avec eux, accepter leurs demandes, construire des relations avec des hommes qui te voient comme une marchandise. Et tu penses que ça ne change rien à notre mariage? La voix de Camille monte, sur la défensive. Tu dramatises, argumente-t-elle. Ce ne sont que des photos, Thomas. Ce n'est pas comme si je couchais avec eux. Juste des photos, je ris. Mais il n'y a aucun humour là-dedans. Camille, ces hommes sauront à quoi tu ressembles nu. Ils auront tes photos pour toujours. Ils les partageront, les échangeront, les posteront sur d'autres sites. Tu ne pourras jamais revenir en arrière. Jamais. Et alors, me défie-t-elle. On fait honte aux femmes pour leur corps depuis des siècles. J'en ai assez. J'en ai marre d'avoir honte de mon corps. Il ne s'agit pas de honte, je réponds. Il s'agit de respect. De respect de soi, de respect pour notre mariage, de respect pour la vie que nous avons bâtie. Camille se lève aussi, vient se planter devant moi. Du respect? Tu parles de respect? Thomas, ça fait 3 ans que je suis ta femme au foyer. Je nettoie ta maison, je prépare tes repas, je gère ta vie. Je n'ai pas travaillé, je n'ai pas contribué financièrement, je n'ai pas eu mon propre revenu. Tu sais ce que ça fait? Tu sais à quel point ça me fait me sentir petite? L'accusation me sidère. C'est toi qui as demandé à rester à la maison, je lui rappelle. Tu as dit que tu voulais construire notre vie ensemble. Je le pensais, admet-elle. Mais j'ai 28 ans, Thomas. J'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de me sentir utile, importante, de sentir que je compte. Tu comptes pour moi, je lui dis. Ça ne me suffit plus, déclare-t-elle. Les mots restent suspendus entre nous, comme une condamnation à mort. Ça ne suffit plus. 5 ans de mariage, à construire quelque chose ensemble, à se choisir chaque jour. Ça ne suffit plus. Alors, demande le divorce, dis-je doucement. Si je ne suis pas assez, si cette vie n'est pas assez, si tu as besoin de la validation d'inconnus en ligne pour te sentir importante, alors pars. Mais ne me demande pas de rester mariée à quelqu'un qui se vend en ligne. Pour la première fois, l'assurance de Camille vacille. Thomas, tu es ridicule, proteste-t-elle. Beaucoup de femmes font ça maintenant. C'est normal. C'est accepté. Pas par moi, j'affirme. Tu t'en remettras, dit-elle avec un dédain désinvolte. Ce ton désinvolte me frappe plus durement que son annonce initiale. Tu t'en remettras. Comme si mes sentiments n'étaient que des obstacles gênants sur le chemin de son épanouissement personnel. Comme si la limite que je traçais ne signifiait rien. Comme si je ne signifiais rien. Non, dis-je tranquillement. Je ne m'en remettrai pas. Camille étudie mon visage, voyant peut-être enfin quelque chose qui l'effraie. Thomas, j'ai déjà créé le compte, révèle-t-elle. Je le lance la semaine prochaine. C'est décidé. Déjà créé. Ce n'est pas une discussion. C'est une annonce. Elle a pris sa décision et s'attend à ce que je me plie, comme un bon petit mari qui sait rester à sa place. Alors fais tes valises, je lui dis. Quoi, allait-elle?
Tu m'as entendu, je répète. Tu veux t'exhiber en ligne pour des inconnus? Tu veux construire des relations avec des hommes qui te voient comme un objet? Tu veux faire passer la validation d'étranger avant ton mariage? Très bien. Mais tu ne le feras pas sous mon toit, en tant que ma femme. La bouche de Camille s'ouvre et se ferme comme un poisson hors de l'eau. Cela ne se passe pas comme dans son scénario. Dans sa version, j'étais censé bouder quelques jours, peut-être lui faire la tête, puis accepter à contre-cœur son voyage d'émancipation parce que je l'aime trop pour la quitter. Tu me poses un ultimatum, demande-t-elle, incrédule. Non, je la corrige. J'énonce un fait. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. La voix de Camille devient stridente, désespérée. Thomas, tu ne peux pas être sérieux, plaide-t-elle. Tu vas jeter 5 ans de mariage pour ça. Je ne jette rien du tout, je réponds froidement. C'est toi qui le fais. Je prends mon oreiller sur notre lit, je vais dans la chambre d'amis et je verrouille la porte derrière moi. À travers le mur, j'entends Camille faire les 100 pas, sa voix s'élevant alors qu'elle appelle Élodie. Il se comporte comme un gamin, je l'entends dire à son ami. Il s'en remettra. Il le faut bien. Où est-ce qu'il va trouver quelqu'un comme moi? Ce rire méprisant, confiant, certain de son pouvoir sur moi cimente quelque chose de froid et de permanent dans ma poitrine. Ma femme vient de me dire que mes sentiments ne comptent pas, que mes limites sont négociables et que nos vœux de mariage ne signifient rien. Elle pense que je vais céder parce que je l'ai toujours fait pour des choses moins importantes, le choix du dîner, les plans du week-end, les obligations sociales. Elle a tort. Je reste éveillé toute la nuit, mais il n'y a plus de colère. Juste une clarté froide, cristalline. Camille a choisi des inconnus sur Internet plutôt que son mari. Elle a choisi l'argent facile plutôt que le travail acharné. Elle a choisi la validation de pervers plutôt que le respect de l'homme qu'il aime. Au lever du jour, j'ai un plan. Elle s'est endormie en pensant qu'elle avait gagné. Je suis resté éveillé en planifiant son divorce. Au moment où elle s'est réveillée, j'avais déjà décidé exactement comment tout cela allait se terminer. Elle ne le savait juste pas encore. Vendredi matin, je me lève à 6 heures, je prends une douche et je m'habille pour le travail comme n'importe quel autre jour. Camille dort encore, probablement épuisée par son tour de victoire nocturne avec Élodie. Je pars sans dire au revoir. Le premier de nombreux silences calculés. Au bureau, j'assiste à ma réunion de 9 heures en pilote automatique. Présentation marketing sur les objectifs du 4e trimestre, projection de revenus, le théâtre habituel de l'entreprise. Mon chef, Nicolas Bernard, me demande mon avis sur la nouvelle stratégie de fidélisation des clients. Je lui donne une réponse assez cohérente pour le satisfaire. Mon esprit est ailleurs. À 10h30, j'entre dans son bureau. Urgence familiale, je lui dis. J'ai besoin de ma demi-journée. Nicolas est mon supérieur depuis 3 ans. C'est un type bien. Compréhensif sur l'équilibre entre vie pro et vie perso. Il ne pose pas de questions, il hoche juste la tête. Tout va bien, demande-t-il avec inquiétude. Ça ira bientôt, je réponds. Il approuve immédiatement. Je débarrasse mon bureau, je prends ma veste et je traverse la ville pour me rendre au cabinet de maître Laurent Moreau. Julien, un collègue récemment divorcé, me l'a recommandé après sa propre séparation houleuse l'année dernière. Moreau est cher, mais il en vaut la peine, m'avait dit Julien. Il ne plaisante pas. Il obtient des résultats. Le cabinet d'avocat est installé dans une ancienne demeure du centre-ville. Boiserie sombre, livres reliés en cuir. Maître Moreau est exactement ce que l'on attend d'un avocat spécialisé en divorce, la cinquantaine, cheveux poivre et sel, costume cher, et des yeux qui ont vu toutes les variantes de la trahison humaine. Thomas Garnier, dis-je en lui serrant la main. J'ai besoin de divorcer. Nous nous asseyons dans son bureau qui donne sur le tribunal. Ironique. Il sort un bloc-notes, clique sur son stylo. Racontez-moi votre situation. Marié depuis 5 ans. Pas d'enfant. Ma femme veut ouvrir un compte OnlyFans. J'ai dit non. Elle a dit que je n'avais pas mon mot à dire. Je veux partir, j'explique avec un détachement clinique. L'expression de Maître Moreau ne change pas. Il en a entendu de plus étranges.
Avez-vous des biens en commun? La maison est à moi, je réponds. Achetée 6 mois avant le mariage. L'acte de propriété est à mon seul nom. Les voitures sont payées, les 2 cartes grises sont à mon nom. Je suis la seule source de revenus depuis 3 ans. Des comptes bancaires joints. Un compte courant et un compte épargne joint, mais je suis le seul à y avoir contribué. J'ai des relevés sur 5 ans qui montrent que chaque dépôt provient de mon salaire. Des dettes? Juste le prêt immobilier. Pas de carte de crédit, pas de prêt personnel. Maître Moreau se penche en arrière dans son fauteuil, presque impressionné. C'est un cas simple, monsieur Garnier. Pas d'enfants, pas de biens partagés, pas de biens propres mélangés. Vous gardez la maison, vos véhicules, vos comptes épargne retraite. Si elle conteste, nous invoquerons des différends irréconciliables. Si elle coopère, nous pouvons accélérer la procédure. 30 à 60 jours. Un soulagement m'envahit. Pas le soulagement de la tristesse, mais celui de l'incertitude. J'ai un plan. J'ai un calendrier. J'ai le contrôle. Préparez les papiers, j'ordonne. Je veux que ce soit réglé rapidement. L'avocat sort un contrat. Ma provision est de $5 000, explique-t-il. Le coût total dépendra de la complexité, mais pour un divorce par consentement mutuel avec ses actifs, vous en aurez pour $8 000 maximum. Je signe le chèque sans hésiter. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Une question, dit Maître Moreau. Y a-t-il une chance de réconciliation? Parfois, les gens disent des choses sous le coup de la colère. Aucune, j'affirme. Il étudie mon visage, puis hoche la tête. Les papiers seront prêts pour mercredi, promet-il. Comment voulez-vous qu'elles soient notifiées? Je veux être là quand ça arrivera. La plupart des gens préfèrent, commence-t-il. Je veux voir son visage, je l'interromps. Il prend une note. Samedi matin, ça vous convient? Parfait. Je rentre à la maison ce soir-là, me sentant plus léger que je ne l'ai été depuis des semaines. Camille est sur le canapé, faisant défiler son téléphone, dans la même position que la veille. Elle recherche probablement des stratégies pour OnlyFans ou discute avec ses amis complices. Tu as retrouvé la raison, demande-t-elle sans lever les yeux. Je ne réponds pas. Je réchauffe des restes de nourriture chinoise, je mange en silence, je lave mon assiette et je me dirige vers la chambre d'amis. Camille me suit, irritée. Sérieusement? Tu vas bouder comme un enfant? Je ferme la porte sans un mot, et je la verrouille. Camille frappe dessus, exigeant que nous parlions comme des adultes. J'allume la télévision pour couvrir sa voix. Finalement, elle abandonne. À travers le mur, je l'entends appeler Élodie. Il se comporte comme un gamin, se plaint-elle. Il s'en remettra. Il s'en remet toujours. Puis des rires. Oui, il croit me donner une leçon. Comme si j'avais besoin de sa permission pour vivre ma vie. Chaque mot méprisant, chaque rire, chaque supposition que je vais céder rend ma décision plus facile. Camille n'a aucune idée qu'elle parle à un homme qui est déjà parti. Mentalement, émotionnellement, légalement, je suis déjà loin. J'attends juste que la paperasse suive. Les 2 semaines suivantes sont une étude de contraste. Camille continue sa routine, café avec Élodie, virée shopping, soirée passée à préparer sa future présence sur OnlyFans. Elle prend mon silence pour un caprice, quelque chose qu'il faut juste attendre que ça passe. Elle dit à qui veut l'entendre que Thomas dramatise pour rien. J'entends une conversation téléphonique avec sa mère, Isabelle. Maman, Thomas est ridicule, se plaint-elle. Je veux mon indépendance financière et il agit comme si je le trompais. Ce ne sont que des photos. Ce n'est même plus un sujet. Tout le monde fait ça. Pendant ce temps, j'agis comme un homme qui exécute un plan d'affaires. Je rencontre Maître Moreau 2 fois de plus, je relis les documents, je confirme la répartition des biens, je planifie la signification. Je transfère l'argent de nos comptes joints vers des comptes individuels auxquels Camille ne peut pas toucher légalement, puisque c'est moi qui ai tout gagné. Je change les mots de passe des comptes importants. Je fais des captures d'écran des relevés de comptes joints montrant mes seules contributions. Je documente tout avec une précision froide.
À la maison, je maintiens un silence absolu. Je ne me dispute pas. Je n'engage pas la conversation. Je dors dans la chambre d'amis, je mange seul, je pars tôt au travail et je rentre tard. La frustration de Camille grandit. Elle veut une dispute qu'elle peut gagner. Mais je ne lui donne rien. Elle prend mon silence pour de la faiblesse. Elle n'a aucune idée que c'est le silence d'un homme qui est déjà parti, attendant simplement que la loi rattrape la réalité. La veille de la signification, je suis assis dans la chambre d'amis, relisant la demande de divorce une dernière fois. Chaque détail est parfait. Chaque bien est comptabilisé, chaque faille est comblée. Pas de pension alimentaire. Un mariage de 5 ans où elle n'a pas travaillé pendant 3 ans, mais elle est jeune, en bonne santé et capable de travailler. Une rupture nette. Chirurgicale. Je signe la demande, je la scelle dans l'enveloppe de Maître Moreau et je la pose sur la commode. Demain, Camille apprendra ce qu'il en coûte de mépriser un homme qui tient parole. Elle pensait que mon silence signifiait ma reddition. Elle n'avait aucune idée que j'attendais juste les papiers. Le temps qu'elle comprenne ce qui se passait, il serait déjà trop tard pour l'arrêter. Samedi matin, je me réveille à 6h30. Je me fais un café, je m'installe sur le canapé devant la télé et je projette l'image d'un samedi matin normal. Camille est encore au lit. La sonnette retentit à 9h47 précise. David Laurent, l'huissier de justice organisé par mon avocat, est ponctuel, professionnel, efficace. Thomas, tu peux aller ouvrir, crie Camille de l'étage, la voix pâteuse de sommeil et d'irritation. Je ne bouge pas, tu devrais y aller, je réponds. Je l'entends grogner. Elle descend les escaliers, enroulée dans un peignoir, les cheveux en désordre. Elle ouvre la porte. Camille Garnier, demande l'huissier. Oui, répond-elle, confuse et légèrement agacée. J'ai un document à vous remettre, dit-il en lui tendant l'enveloppe Kraft. Elle la prend automatiquement. Son cerveau n'est pas encore en marche. David Laurent tourne les talons et s'en va. Camille déchire l'enveloppe, déplie les papiers. Je l'observe depuis le canapé. Je vois son visage passer de la confusion à la compréhension, puis de la compréhension à l'horreur. Requête en dissolution de mariage, en gras, en texte officiel. Thomas, murmure-t-elle, sa voix à peine audible. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne quitte pas la télé des yeux. Exactement ce qui est écrit dessus. Un long silence. Tu demandes le divorce, demande-t-elle, incrédule. Oui, je confirme. Le mot tombe comme un coup de marteau. Final. Irréversible. Sa voix monte, se brise. À cause d'OnlyFans? Tu es sérieux, hurle-t-elle. Je me tourne enfin vers elle. Nos regards se croisent, et je vois le moment exact où elle comprend. Mes yeux sont vides de cette chaleur qu'elle tenait pour acquise, froid comme un matin d'hiver. Tu as fait ton choix, dis-je d'un ton neutre. J'ai fait le mien. Les vannes s'ouvrent. Camille et c'est tout, la panique, les promesses, la manipulation, les larmes. Les papiers s'éparpillent autour d'elle alors qu'elle s'effondre. On peut en parler. Je vais supprimer le compte. Je ne le ferai pas. S'il te plaît, Thomas. S'il te plaît. Trop tard. Je ne pensais pas que tu me quitterais vraiment, sanglote-t-elle. L'aveu reste en suspens. Elle a joué avec notre mariage, persuadée que mon amour me rendait contrôlable. Elle a perdu. Je me lève, je prends mes clés. Il est temps de la laisser seule avec les conséquences. Thomas, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Je suis désolé. Je ne le pensais pas. Je m'arrête à la porte. Je sors, j'annonce. Quand je reviendrai, je veux que tu sois parti. Fais tes affaires et pars. Mais où veux-tu que j'aille, demande-t-elle, désespérée. La réalité la frappe comme un train de marchandises. Ce n'est plus mon problème. Elle tente une dernière fois, Thomas, je t'en prie. Je t'aime. Je me retourne. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas choisi des inconnus sur Internet plutôt que notre mariage. Et je pars. Je conduis sans but pendant 3 heures, juste pour lui laisser le temps de faire ses bagages.
Je déjeune dans un bar, je regarde un match de foot, et je ne ressens que du soulagement. Pas de regret, juste la satisfaction d'une décision prise et exécutée. Quand je rentre à 14 heures, Camille est partie. La maison semble plus légère. Son placard est vide. Ses produits de beauté, son ordinateur, ses innombrables coussins, tout a disparu. Elle a laissé sa clé sur le comptoir de la cuisine. Le seul geste attentionné de ces dernières semaines. Ce soir-là, mon téléphone explose. D'abord, des messages de Camille, Thomas, reconsidère. J'ai fait une erreur. Je t'aime. Puis Elodie, comment as-tu pu la mettre dehors? Tu es un manipulateur abusif, elle est mieux sans toi. Blocage. Chloé essaie, Camille est dévastée. Tu l'as détruit pour rien. Blocage. Julie, je n'arrive pas à croire que tu abandonnes ta femme comme ça. Blocage. À 20 heures, le téléphone sonne. La mère de Camille, Isabelle Carter. J'ai du respect pour elle. Je réponds. Thomas? Camille est arrivée ici en pleurant, dit-elle, inquiète. Elle nous a raconté. Elle a dit que tu divorçais parce qu'elle voulait son indépendance financière. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle voulait cette indépendance en postant des photos d'elle nue sur OnlyFans, je demande. Un silence. Long et lourd. Isabelle, je vous respecte, mais Camille a fait son choix. J'ai fait le mien. Cette conversation est terminée. Je raccroche. Le téléphone sonne encore 2 fois. Je le mets en silencieux. Le dimanche matin, j'ai changé de numéro. Le lundi, je suis de retour au travail, comme si de rien n'était. Camille voulait son indépendance. Elle l'a eue. Simplement pas celle qu'Élodie lui avait promise. Ce samedi soir-là, quelques heures après avoir reçu les papiers du divorce, Camille arrive chez ses parents. Elle s'attend à trouver un soutien inconditionnel, un refuge. Isabelle lui ouvre la porte, immédiatement inquiète. « Ma chérie, que s'est-il passé ?» Camille s'effondre en larmes. Thomas demande le divorce. Pour rien. Il est complètement déraisonnable. Son père, Philippe, un homme pragmatique, apparaît derrière sa femme. Pourquoi veut-il divorcer, Camille, demande-t-il directement. Elle hésite. Elle doit maintenant le dire à voix haute, à des gens qui ne font pas partie de son cercle d'influenceuses. Je voulais ouvrir un compte OnlyFans, balbutie-t-elle. Pour gagner de l'argent, être indépendante. Il a pété un câble. Le visage d'Isabelle se transforme. Ce n'est plus de l'inquiétude, c'est du dégoût. Un dégoût pur et simple pour sa propre fille. Tu voulais faire quoi, demande-t-elle, horrifiée. Camille essaie les mêmes arguments qui ont échoué avec moi. Ce n'est pas si grave, maman. Mon amie Élodie le fait. Philippe la coupe, la voix glaciale. Des photos de quoi, Camille? C'est mon corps, mon choix, argumente-t-elle. Et c'est notre réputation, gronde son père. Tu veux te couvrir de honte en ligne? Très bien. Mais tu n'amèneras pas cette honte dans cette maison. Le monde de Camille bascule. Papa. Dehors, dit-il fermement. Tu as fait ton choix. Vis avec. Elle se tourne vers sa mère. Maman, s'il te plaît. Isabelle croise les bras et détourne le regard. Tu aurais dû y penser avant de jeter ton mariage en l'air pour ça. La porte se referme. Pas claquée, juste fermée. Définitivement. Camille reste assise dans sa voiture pendant 1 heure, en pleurs. Elle appelle Élodie. Pas de réponse. Elle appelle Chloé. Messagerie. Julie. Messagerie. Finalement, Élodie envoie un texto, tes parents t'ont mise dehors? C'est dur. Tu peux dormir sur mon canapé ce soir, mais juste ce soir. Marc n'est pas trop d'accord pour les invités longue durée. Cette nuit-là, elle dort sur le canapé inconfortable d'Élodie, écoutant le couple se disputer à voix basse dans la chambre. Je n'ai pas signé pour ça, siffle Marc. C'est ton ami qui vient de se faire larguer pour avoir voulu faire exactement la même chose que toi. Tu crois que je veux de ce drame chez moi?
Le lendemain matin, ses amis la lâchent les unes après les autres par texto. Les amis de beau temps s'éparpillent comme des cafards quand la lumière s'allume. Le dimanche après-midi, Camille est dans sa voiture sur le parking d'un McDonald's, cherchant sur le bon coin une chambre à louer. La femme qui voulait être émancipée n'a même pas de quoi se payer un menu. Le jugement de divorce final arrive un mardi matin. Je le lis une fois. Mariage dissous. Bien partagé comme convenu. Pas de pension. Propre. Final. Je le classe dans un dossier et je prépare mon petit déjeuner. Ma vie a trouvé un nouveau rythme. La maison est redevenue mon havre de paix. J'ai repeint le salon, acheté des meubles fonctionnels et transformé l'ancienne pièce de loisirs de Camille en salle de sport. Le travail se passe bien. Je suis en lice pour une promotion. Il s'avère que j'ai beaucoup plus d'énergie pour ma carrière quand je ne gère pas les drames émotionnels de quelqu'un d'autre. Je fréquente à nouveau quelqu'un. Elle s'appelle Claire, une kinésithérapeute rencontrée à la salle de sport. Elle a 29 ans, un travail, de l'ambition, et elle paie son propre café. C'est simple, prometteur. Claire ne passe pas son temps sur son téléphone à se comparer aux autres. Par une connaissance commune, une ancienne voisine nommée Sophie, j'ai eu des nouvelles de Camille. Elle vit en colocation avec 2 inconnus dans un studio minuscule. Elle travaille à temps partiel dans un café du centre-ville, gagnant à peine de quoi payer sa part du loyer. Elle n'a jamais lancé son compte OnlyFans. Le fantasme est mort avec notre mariage. Il s'avère que s'exhiber en ligne est moins attrayant quand on est désespéré pour payer son loyer que lorsqu'on vit sur le salaire de son mari. Élodie et les autres ne lui parlent plus. Personne ne veut de l'exemple à ne pas suivre dans son groupe d'amis. Sophie a croisé Camille dans un supermarché la semaine dernière. Elle avait l'air fatiguée, vieillie. Elle achetait des nouilles instantanées en gros, des produits de marque distributeur, et comptait sa monnaie à la caisse. Quand Sophie lui a demandé comment elle allait, Camille a répondu « bien » et s'est éclipsée, visiblement gênée. J'ai reçu cette information sans satisfaction ni pitié. Juste un constat. Camille a fait un choix. Elle en a subi les conséquences. C'est ainsi que la vie fonctionne. J'ai protégé mon respect de moi-même, mes valeurs et mon avenir. C'est la seule chose qui compte. J'ai supprimé ses coordonnées il y a des mois. Je n'ai pas besoin de tourner la page, de conversation finale, ou de savoir comment son histoire